Bonjour tout le monde, donc je suis Bruno Castagni, j'ai introduit mon petit CV juste après pour essayer de me positionner par rapport aux jumeaux numériques. Quand je vois ces présentations, j'ai l'impression que je ne vais pas vous faire rêver, parce que je vais revenir un petit peu peut-être sur moi, ma position de chercheur et mon positionnement donc par rapport aux jumeaux numériques. Et j'avoue que j'ai pas toutes les démonstrations, même celles d'Amimine, les démonstrations graphiques. Et donc, veuillez m'en excuser, mais j'espère quand même que je vais pouvoir, au travers de cette présentation, vous montrer un petit peu le positionnement d'un chercheur par rapport donc à cet aspect jumeau numérique. Très rapidement sur mon CV, c'était pour vraiment vous dire que j'étais pas spécialiste du jumeau numérique, mais que mes activités de recherche sont plutôt liées donc à la modélisation et la modélisation mathématique pour l'optimisation de la maintenance. Et dans ce contexte-là, j'ai un certain nombre d'expériences, je mène un certain nombre de projets qui sont dans le contexte de la maintenance, aussi en fiabilité, et de manière aussi un peu plus générale sur la supply. Donc ces projets-là, on peut les faire à la fois en relation avec les entreprises, puis aussi dans un contexte un peu plus académique. Alors, bon, on commence à avoir quelques réponses sur la question du c'est quoi jumeau numérique. Mais moi, j'avais besoin de me poser, parce que quand on m'a parlé de jumeaux numériques, on me parlait de maintenance prévisionnelle, ça fusionnait, quoi. Donc, je me suis dit, il faut qu'à un moment, j'arrive à me poser et que j'arrive à définir ce que c'est que pour moi, un jumeau numérique. Alors, je me suis un petit peu aidé de ce qui s'est passé, ce qui était proposé dans la littérature. Donc, on l'a bien défini. Le jumeau numérique, c'est un petit peu le pendant, on va dire, digital d'un asset physique ou d'un processus industriel, comme on a pu le voir ici. Donc, l'objectif du jumeau numérique, ça va être de reproduire une réalité. Et donc pour ça, je vais mettre un ensemble de modèles, vous en avez beaucoup discuté, donc des modèles qui sont généralement diffusés, construits en phase de conception du produit. Donc on va retrouver tous nos modèles CAO, éléments finis, etc. Amine nous a fait une très belle présentation là-dessus, je remercie. Alors, petite remarque, tu étais sur le produit, sur la pièce. L'objectif étant bien sûr ensuite de passer au niveau du système. Et là, je pense que là, on va arriver peut-être à certaines difficultés pour pouvoir voir comment on peut intégrer, même si au niveau de Siemens, vous nous avez montré quand même des démonstrations qui sont fort intéressantes. Donc, on a ces premiers modèles, et puis ces modèles, mais il va falloir les calibrer. Donc, vous l'aviez dit, on va intégrer un ensemble de données historiques. Alors, c'est des données historiques, puisque l'objectif du jumeau était d'être actif en temps réel, donc on va l'alimenter par des données opérationnelles légèrement en temps réel. Donc ça va nous permettre de calibrer nos données, nos modèles en temps réel. On parle de maintenance, donc il fallait intégrer quand même certaines données. Donc ici, je fais une représentation. On va dire, on va pouvoir intégrer l'ensemble des études préliminaires que vous avez pu mener, telles que les AMDEC, le LOREX maintenance, votre GMAO, etc. L'ensemble des outils qui vont pouvoir venir ici aussi, donc amener un maximum d'informations pour pouvoir pour pouvoir comprendre au mieux le comportement de mon système. Alors, ces données-là sont plutôt du type statique, donc, surtout au niveau de la maintenance. Donc derrière, il va falloir essayer de voir comment on va coupler ces données opérationnelles temps réel à ces modèles statiques. Donc là, on l'a vu, on peut coupler avec l'introduction de modèles basés sur la physique. Et puis derrière, on l'a vu aussi, on va pouvoir aussi ajouter d'autres approches de type modèles statistiques, machine learning, etc. Et l'un des premiers enjeux de mon point de vue, est de voir comment on peut faire ces couplages entre modèles physiques et ces approches plutôt basées sur les données. Voilà, donc ça c'était une première réflexion à ce niveau-là. Et puis après, on va pouvoir compléter notre jumeau numérique en introduisant un certain nombre d'informations sur à la fois le processus, l'opérationnel, l'organisationnel, le technique, etc., pour avoir une vision assez globale du comportement de mon asset physique. Donc voilà, donc premièrement, donc pour moi, finalement, une première définition de mon jumeau numérique pourrait être une collection
de modèles, de savoir-faire, et de voir comment je vais faire pour travailler sur l'interopérabilité entre mon asset physique et mon digital twin. Peut-être pas grand-chose de nouveau par rapport à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, mais bon, c'était... Alors après, je me suis dit, bon, mais voilà, j'ai défini mon digital twin, je vais essayer de voir à quoi il pourrait me servir dans un contexte de maintenance. Je vous rappelle qu'à l'origine, moi, je suis plutôt sur ces aspects modélisation mathématique de la maintenance, donc je me suis dit, bah, tiens, comment je pourrais m'en servir. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche bibliographique, puis on voit qu'on peut définir le jumeau numérique suivant ces différents niveaux d'intégration. Donc, les niveaux d'intégration, en fait, on les définit en fonction de la relation entre le monde du physique et le monde du digital. Et en fait, on va commencer, pour prendre premièrement, par un modèle le plus simple, le plus naïf possible, qui est appelé le modèle digital. Le modèle digital, en fait, vous allez intégrer, vous allez faire votre connexion entre le physique et le digital à la main. D'accord? Donc, vous allez envoyer un flux de données relativement faible. Forcément. Et donc, se dire, mais tiens, à partir de ce premier élément-là, comment je vais pouvoir, donc, ici, travailler sur les aspects maintenance. Donc, la première chose que je me suis dit, si j'ai une information, ne serait-ce que même ponctuelle, je vais pouvoir, en cas de défaillance, ou du moins, je vais pouvoir, à chaque instant, chercher à réestimer l'état de santé de mon système. Et potentiellement, si j'ai une défaillance, d'accord, je vais avoir donc des indicateurs qui vont bouger, et donc je vais pouvoir essayer de cibler au mieux la défaillance dans mon système complexe. Voilà, c'était un petit peu la première réflexion. Et donc, in fine, je me dis, tiens, mon digital twin va me servir dans le contexte de la maintenance corrective pour pouvoir améliorer la maintenabilité de mon système. Donc, sur les phases de diagnostic et d'identification de panne. Et donc, on va pouvoir retrouver un grand nombre d'outils. Ici, je vous avais représenté ce qu'on appelle le réseau bayésien. Donc, c'est juste pour essayer de voir, en fonction d'une information que j'introduis, quelle serait la probabilité d'état sur chacune de mes composants. Ensuite, je me suis dit, voilà, j'ai une information qui arrive au compte-gouttes, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Je vais me projeter sur la maintenance préventive, la maintenance classique. Alors, comme je suis au compte-gouttes, forcément, j'aurai des niveaux, on va dire, de conceptualisation de mon digital twin et derrière les politiques que je vais pouvoir mettre en place qui sont relativement naïves. Donc, je me dis, ben voilà, au niveau de la maintenance préventive, à quoi ça va pouvoir me servir? Me dire, tiens, j'ai une information, et donc par rapport à cette information-là, je vais essayer de la comparer par rapport au modèle initial que j'ai, et éventuellement, donc ça va me pouvoir permettre d'actualiser mes lois de défaillance, les niveaux de risque associés, et par là même me chercher à améliorer ma périodicité de maintenance, par exemple. Donc voilà, donc là ici c'était sur des approches aussi bayésiennes, ça c'était par rapport à mon directeur, j'étais obligé de faire un petit peu. Puis après je me suis dit, ok, ça c'est assez classique, hein, donc on va essayer d'aller un peu plus loin, de dire sur l'aspect maintenance conditionnelle. Qu'est-ce que je peux faire? C'est à peu près la même chose. Donc ici, je me dis, voilà, j'ai une information qui est liée soit par une information capteur qui m'est remontée au niveau de mon asset, où j'ai fait une inspection sur mon système, et à partir de cette information-là, je suis capable d'estimer l'état de mon système, et à partir de cet état, de cette observation, basée sur le modèle de dégradation que j'ai derrière, je vais pouvoir faire un ensemble de simulations pour essayer donc d'estimer, de mon point de vue, voilà ce que j'appelle la RUL, donc la remaining useful lifetime, pardon, le temps qui est une variable aléatoire, pour moi, parce que je suis mathématicien et probabiliste, donc qui est une variable aléatoire, donc qui va me permettre de caractériser le temps qui me reste à vivre avant de tomber en panne. Donc, mais je suis capable, in fine, d'avoir une estimation de cette loi-là, et en fonction de la loi que j'ai, je vais pouvoir remettre ou non en cause la décision que j'avais pu prendre sur les aspects maintenance. Et alors, en fait, quand je vous ai écouté ce matin, je me suis dit, mais quel va être mon apport, finalement, au travers de ma présentation? Et là, je pense qu'il est là. J'espère qu'il est là, que je ne me trompe pas. Si je me dis, mais comment je peux faire? Vous avez très bien expliqué finalement le temps réel. J'ai une acquisition de données. Je suis capable de faire l'estimation de l'état de santé de mon système, de ma pièce, etc. Ou du moins d'essayer de faire
une espèce de diagnostic avec un certain nombre d'incertitudes sûrement, mais je ne suis pas capable de voir comment va évoluer le défaut, par exemple, dans une pièce mécanique par rapport aux simulations. Alors, si je suis capable, tu vas me répondre, Amine, tu veux dire je suis capable, mais derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir encore que j'ai de nouveaux modèles qui me permettent, en fonction des sollicitations que je suis capable d'envoyer, d'essayer de prédire le comportement de mon système. J'espère que je me trompe. Ce qui veut dire qu'en amont, il va te falloir encore un peu plus de modèles. Donc là, on va commencer, je pense, par rapport, c'est ma position, hein, je vous dis, hein, je fais état de réflexion, hein, donc vous êtes le bienvenu pour pouvoir apporter une solution. Mais de dire, finalement, comment je vais calculer cette loi-là. Alors, l'objectif de ma présentation, c'est pas de voir comment moi je le ferai, hein, c'était d'essayer de voir un petit peu, voilà, d'essayer de poser des problèmes plutôt que d'essayer d'en résoudre. Donc ça, c'était la première chose, c'est cette question, mais comment je fais pour me projeter dans le futur, finalement. Et donc ici, hein, la manière est assez simple, si je peux dire. C'est je suis à une condition donnée, j'ai mon modèle a priori, et je vais faire des simulations, un grand nombre de simulations, et je vais essayer de voir, en jouant un petit peu sur les paramètres, de voir comment mon système va se projeter. Alors, le deuxième niveau d'intégration s'appelle l'ombre digitale. Donc ici, on a maintenant un flux continu d'informations de la part de l'asset vers le digital twin. Par contre, la boucle retour ici reste manuelle. Donc, automatiquement, ce qu'on pense derrière ceci, c'est de dire, on passe d'un faible volume à un grand volume de données. Et une multiplication et une multiplication donc d'informations qui peuvent varier. On a parlé de réduction de modèles, etc., pour pouvoir essayer de voir quelle est l'information intéressante que je vais pouvoir extraire pour pouvoir avoir des simulations plus rapides. Alors, ici, je me suis dit, puisque j'ai un grand nombre d'informations, à quoi ça va pouvoir me servir? Je vais avoir un meilleur suivi de mon système, donc je vais être capable de performer en termes d'identification de l'occurrence d'une défaillance par l'observation d'une déviance entre ce que j'espérais et ce que j'observe. Et alors là, on va avoir un grand nombre de modèles qu'on va pouvoir utiliser, puis on va s'appuyer pas mal sur l'intelligence artificielle pour pouvoir extraire très rapidement, ou le plus rapidement possible, une information liée à ceci. On va retrouver donc des améliorations au niveau de l'amélioration préventive et conditionnelle, mais bon, on m'a demandé quand même d'essayer d'introduire à la maintenance prévisionnelle. Et je vais essayer d'aller un peu plus loin aussi, de parler de maintenance, de maintenance prescriptive. Alors, moi je me suis posé, j'ai aimé les équations, et donc je me suis dit, tiens, voilà, comment j'avais transposé ce que je vais appeler la maintenance prévisionnelle. La maintenance prévisionnelle, je suis à un instant T, et l'objectif c'est de savoir, par rapport à l'observation d'un ensemble de conditions, quand est-ce que je vais faire ma maintenance? Et ça, je vais derrière mettre une caractéristique ou un critère qui peut être soit économique, soit ici lié à un niveau de risque. Donc voilà, donc ici, ce que je me suis dit, j'ai un peu plus d'informations, donc je vais essayer de l'intégrer. Et donc ici, par exemple, j'ai intégré une information qui va lier aux conditions opérationnelles de mon système. Donc je vais venir enrichir mon modèle pour pouvoir mieux prédire le comportement futur de mon système. Et puis, j'ai mon niveau de risque donné, et là, je vais en déduire directement ma périodicité ou mon instant de maintenance prévisionnelle. Alors, nous, on fait ce type d'approche, on va utiliser des approches type processus stochastique pour essayer de faire cette estimation-là. Ensuite, une fois que mon système continue, d'accord, je vais un peu vite, pardon, donc j'ai une nouvelle condition, x1, et je vais pouvoir faire un update j'ai la bouche un peu sèche, je pensais que j'ai de l'eau derrière. Excusez-moi, je vais essayer de... Et donc, ce que je voulais dire, c'était j'ai de nouvelles informations sur mon process, j'actualise ma loi, et donc ça me permet d'actualiser ma périodicité de maintenance, et etc., etc. Alors ça, dans le concept mathématique, on sait le faire, c'est facile. Maintenant, on peut se poser la question dans le contexte industriel, de dire, mais comment je fais? Moi, c'est bien beau, hein, j'ai prévu une maintenance à telle date, je ne vais pas forcément la changer tous les jours. Donc ça, c'était une première question. Et puis, au premier niveau, que
j'ai présenté, on a utilisé uniquement un certain nombre d'informations très ponctuelles. Je n'ai pas cherché à réintroduire l'ensemble de l'histoire de mon asset, d'accord? Et donc, ce flux continu d'informations pour pouvoir réestimer ma loi. Et donc ici, j'ai complexifié en disant, j'ai un très grand nombre d'informations qui sont à la fois sur l'évolution de mon système, sur les conditions opératoires, sur les variables d'environnement, etc., etc. Je pourrais enrichir et baser sur les observations, sur les datas, pour chercher à avoir une meilleure prédiction. À ce niveau-là, donc, je vois pas mal de travaux qui sont faits à ce niveau-là, mais plutôt dans un contexte qu'on appelle le PHM, pour le Prognostic and Health Management, donc qui est en fait ces aspects de pronostic, et pour pouvoir arriver à la maintenance, derrière, il va falloir chercher à optimiser donc la décision, et donc intégrer un ensemble de coûts, etc. etc. Donc c'est la première approche, la première base pour moi, c'était le PHM pour pouvoir aller vers une maintenance prédictive. Donc la nécessité de bien construire cette rule. Donc ensuite, sur la maintenance prescriptive, puisqu'on entend de plus en plus parler, donc je me suis posé la question de qu'est-ce que pouvait être pour moi la maintenance prescriptive. En fait, c'est une maintenance prévisionnelle, sur laquelle, en plus, je vais pouvoir chercher à dire comment je fais pour atteindre mon objectif. Donc ici, c'est par exemple sous une contrainte. Donc j'ai réintroduit au niveau de ma contrainte, de l'expression de ma rule, les conditions finalement opérationnelles de mon système. Donc il va falloir ici, dans le cadre de mon exercice, de définir les conditions moyennes pour pouvoir atteindre donc ma date ici que j'aurais préestimé topée. Donc si je ne change pas, j'avais une première optimisation que je pourrais faire, une première évaluation, pardon, en fonction d'une caractéristique. Et donc le but du jeu, c'est vraiment de jouer sur ces conditions opérationnelles pour espérer avoir ce type de règle ou de comportement. Donc voilà, donc in fine, mon problème d'optimisation revient à deux choses. À la fois la détermination de cet intervalle de maintenance et la définition des conditions opératoires pour pouvoir l'atteindre. Alors après, on pourrait prendre ce cas-là que j'ai commencé à décrire et essayer de le rendre peut-être plus intéressant pour l'industriel en proposant plutôt ce type de matrice de décision sur lequel on va proposer à un niveau de risque donné, on va chercher donc à évaluer la performance de mon modèle en fonction de la longueur de mon intervalle et puis les niveaux opératoires, par exemple, qui vont être associés. Je calcule mes risques, et puis j'ai une matrice de décision. Cette matrice de décision, voilà, je peux essayer de la calculer peut-être un petit peu en amont, et puis de la basculer sur d'autres jumeaux numériques qui vont peut-être être plus focalisés sur de la gestion de production, et qui va être une donnée entrante donc pour ma gestion de production. Et de mon point de vue, là, on vient répondre un petit peu aussi à une autre question de une meilleure intégration de ces aspects maintenance dans la gestion de production. Alors, maintenant, il faut boucler. Il faut boucler donc avec l'automatisation finalement des données des décisions en continu vers le système physique. Et alors là, je me suis retrouvé sur les aspects maintenance, je me suis retrouvé un petit peu à court. Alors, ok, on voit bien en termes d'identification de défaillance l'intérêt du temps réel ou de l'estimation de l'état de santé de mon système en temps réel. Donc d'essayer de pouvoir agir, piloter donc mon asset. Mais ça, c'est vraiment sur un aspect, voilà, on va dire plutôt opérationnel. Sur l'aspect maintenance et l'aspect projectif, là, je me suis un peu plus intéressé. Je me suis un peu plus questionné. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas réussi à trouver de solution. Donc, je suis preneur si jamais vous avez de dire, mais en fait, cette boucle en haut, comment je peux l'utiliser dans ce contexte maintenant? Moi, je vois bien ma contribution sur le flux d'informations que reçoit mon digital twin, comment je vais pouvoir le traiter, mais sur la boucle supérieure, je ne sais pas faire, à moins d'avoir consolidé cette boucle en avant, avoir un ensemble de modèles qui sont déjà pas préprogrammés, et puis d'essayer de dire, en fonction de ceci, dès que j'ai un flux, je prends, parce que derrière, je n'ai pas les capacités, je pense, de traitement et surtout d'optimisation de ma décision en tant que continu. Donc là, on a quand même, nous, un challenge en tant que chercheur, à voir comment on peut faire pour chercher à optimiser en temps réel.
Donc voilà, ça c'était un petit peu l'état de mes réflexions. Bon, somme toute, on se dit, ben ouais, ça a l'air quoi. Moi, en tant que chercheur, j'ai toujours peur quand je vois aujourd'hui les présentations de vous, éditeurs de logiciels d'aide industrielle, où je trouve que ben, vous allez peut-être plus vite que ce que nous on est capable de faire. Et donc ça me fait, ça me fait un peu peur. Pardon. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors après, le positionnement dans la recherche, on voit forcément un très grand intérêt du digital twin en tant qu'activité de recherche, comment on va faire pour l'intégrer. Donc ici, j'ai repris donc des graphiques liés à un état de l'art basé à peu près sur 160 papiers. Donc on voit que le manufacturing est quand même pas mal en vogue là-dessus, et beaucoup d'applications liées à la maintenance. Alors je vous dirais de modérer un petit peu peut-être les résultats en disant que c'est peut-être pas que la maintenance qui est, c'est peut-être aussi lié aux mots-clés qu'ont utilisé donc les auteurs pour pouvoir trouver les 160 papiers. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est de voir un petit peu cette sélection de papiers, quels sont les types de maintenance vers lesquels sont orientés ces papiers. On voit bien cet aspect prévisionnel qui est quand même assez prédominant. L'aspect prescriptif, moi je pense que aussi il est un peu plus novateur. Donc là aussi derrière le prescriptif, on peut voir quand même pas mal de choses. Donc moi je vous en ai donné ma définition. Maintenant on peut voir pas mal de choses autour de ça. Voilà, et alors en conclusion, alors là, c'est l'histoire de vous assommer, mais c'était quelque chose, quoi, une réflexion que j'avais. Je me suis dit, oui, on parle beaucoup de jumeaux numériques, et donc pour moi, la question c'était, qu'est-ce que devrait contenir un jumeau numérique pour pouvoir être efficace. Donc on voit que cette efficacité, elle est fortement dépendante à de nombreux facteurs, et notamment au nombre de modèles que vous allez pouvoir intégrer dans votre jumeau numérique. Amine, tu nous en as beaucoup parlé, du off. Et je pense que voilà, là, ça nous laisse le champ clair et net en tant que chercheur, d'essayer de voir quels sont encore les modèles qu'on va pouvoir développer pour pouvoir répondre à ces questions d'intégration. Mais c'est un réel moteur, quoi, de mon point de vue, quoi, je vois sur ma petite carrière d'enseignant-chercheur, je vois que l'introduction du jumeau numérique est un réel moteur, et on se pose quand même pas mal de questions sur nos modèles un petit peu ancestraux. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai pas regardé le timing. J'espère que je ne suis pas trop. C'est parfait. Voilà. Merci Willow. Bon, je ne sais pas si vous avez fait rêver, mais en tout cas, vous avez fixé les conditions pour nous faire rêver demain. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Je crois que c'était très clair dans cette présentation. Non pas que les autres n'étaient pas clairs, hein, bien sûr. Mais si vous avez des questions, je veux bien. Bon, il y avait une question ouverte aux éditeurs, mais on verra peut-être tout à l'heure lors de la table ronde sur la réponse, justement, sur l'aspect temps réel. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les problématiques de maintenance conditionnelle. Tout à l'heure, on avait un exemple sur des éoliennes. Donc, c'était notamment l'optimisation de la maintenance ici d'un parc d'éoliennes en fonction donc des data qu'on était capable de remonter. Alors on voyait que déjà il y avait ce pré-traitement qui était juste monstrueux pour essayer d'identifier finalement l'état du système, les défaillances et derrière les modèles de prévision. Alors on n'avait pas intégré d'intelligence artificielle, mais bon. Et donc à partir de là, de se dire ouais, on arrive à des complexités qui de suite explosé, et on a quand même sorti, on va dire, une pré-solution, mais elle n'a jamais été complètement aboutie et mise sur le marché. Mais bon, c'était un petit peu ce contexte-là qui se retrouverait un petit peu dans mes activités de recherche là. Après, actuellement, là, on repart, hein, c'est de voir ouais, mais aujourd'hui, on a des informations qui sont complètement imparfaites, donc de se dire comment on fait pour pouvoir les prendre en compte pour construire des meilleurs modèles de maintenance prévisionnelle. Ouais. Donc, je m'appelle Thierry Massé, je suis directeur technique des technologies qui tournent autour de l'IoT et de la réalité augmentée. Bon, les lignes de produits, vous les connaissez peut-être, c'est ThingWorx et Vuforia, entre autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais pour situer les deux principales. Je suis basé à Toulouse, j'ai une carrière essentiellement basée sur l'aéronautique, très orientée système et électronique, donc c'est un peu ici le moment qui je vais me connecter.
qui correspond à ce que vous faites un peu ici. Je vais essayer de vous présenter un petit peu des cas d'usage, puisqu'en fait c'était la demande. Initialement, je ne veux pas trop parler de la technologie PTCC, un petit peu quand même, puisqu'il y a mes collègues qui en ont parlé, donc je vais en parler un petit peu aussi. Ne serait-ce que pour vous donner un contexte par rapport à ce que l'on fait, ce que l'on adresse comme marché. Parce que bon, quand on parle d'Internet des objets, c'est très très vaste, à part dire qu'on utilise Internet comme couche de transport, les things autour de ça, ça peut être tout n'importe quoi. Et notamment des jumeaux numériques ou pas. Donc je suis assez d'accord avec la définition qui a été donnée tout au début sur le jumeau numérique. Les deux types de jumeaux numériques, il y en a même plus que deux, beaucoup plus que deux, mais ces deux-là sont essentiels. Donc effectivement, dans des cycles industriels qui peuvent être différents, que ça soit par exemple nous ce qu'on appelle en gros des smart connected systems, c'est-à-dire en gros les smart cities, les smart grid, les smart agriculture, etc. Ce genre de contexte où il y a un écosystème extrêmement varié qu'il faut interconnecter. Le rôle d'un éditeur, avant tout, c'est d'essayer de connecter cet écosystème hétérogène, très hétérogène, qui est avant tout un écosystème existant. Dans notre monde, on n'arrive jamais dans un écosystème vierge. Une usine, quand on essaye de connecter les machines qui sont à l'intérieur, elles sont déjà là, elles sont en production. Donc ça, c'est des points qu'il faut prendre en considération. Donc je vais essayer de vous exposer tout ça à travers des cas d'usage que l'on a traités. Donc je vous ai préparé une petite présentation. Donc je me suis présenté, donc voilà, je fais partie de la division logicielle chez un éditeur. Il y a deux grands départements, si vous voulez. Il y a des gens qui font les services, qui aident à déployer les solutions qu'on a commercialisées chez les clients, et d'autres qui sont plutôt dans la partie développement, logiciel, etc. Donc moi je suis dans la partie logicielle. Donc effectivement à l'origine j'étais développeur. Maintenant ma vocation c'est plus de faire la promotion des technologies, d'essayer d'adresser des cas clients ou des cas universitaires. Donc quand on travaille, pour répondre à la question de Bruno tout à l'heure, on travaille beaucoup d'universités chez PTC, notamment aux États-Unis, le MIT à Cambridge en Angleterre ou à Cambridge aux États-Unis. Oui. Ouais, d'accord. Pardon. D'accord. Je parle pas très fort en général, c'est pour ça. Donc voilà, on travaille souvent avec des universitaires. Donc là, le but, c'était comme il était demandé, de parler un petit peu des jumeaux numériques. Nous, on appelle ça digital twin chez nous, donc associé à la maintenance prédictive. Donc la maintenance prédictive, ça peut être descriptive, préventive, diagnostique, ça peut être prescriptive, comme ça a été indiqué. Donc il y a différentes approches, et c'est important aussi de savoir quelle approche on adresse quand on veut adresser un problème d'analyse ou d'analytics. Les gens cherchent souvent trop compliqué. Quelquefois, une simple analyse descriptive suffit, ou statistique suffit à donner des bons résultats quant à l'analyse des datas que l'on reçoit. Donc, je vais vous présenter différents types d'industries. Je vous ai parlé de 3 types d'industries. Chez nous, on a essayé de connecter les systèmes, de connecter les opérations, donc l'industrie 4.0, et de connecter les produits. Donc les produits, c'est là où on rentre un petit peu dans un autre contexte dans lequel vient s'intégrer la notion de digital twin. C'est ce qu'on appelle le digital thread, donc le cycle complet, la closed loop comme elle a été indiqué précédemment. Mais là, on s'est focalisé sur l'impact du digital sur le physical. Donc en général, quand on a un jumeau physique et virtuel et digital en même temps. Sinon, c'est qu'on n'a qu'un seul jumeau, donc il peut être un virtual sensor, par exemple, ou un virtual mock-up, mais ça reste un mock-up. Il n'est pas associé à du physique. Nous, ce qu'on essaye avec une plateforme IoT, c'est de l'associer à des conditions physiques. Quelquefois, on reconstruit le digital à partir du physique. De plus en plus, on utilise des technologies comme le LIDAR, les scanners, des choses comme ça, pour reconstituer un environnement. Donc en gros, quand on regarde l'approche end-to-end, la closed loop, depuis la conception jusqu'au démantèlement d'un produit, donc on passe par des outils de conception, la CAO, vous en avez cité quelques-uns, ensuite le PLM pour gérer un peu tout ça, ensuite l'IoT, donc on appelle ça IIoT pour dire industriel Internet of Things, parce que c'est aussi et les machines, du B2B et aussi du B2C, on a les t-shirts connectés, les montres connectées, les chaussettes connectées, tout ce que vous pouvez imaginer, et donc et aussi la réalité augmentée qui vient se coupler très 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 fort avec l'Internet des objets. Il y a un couplage indéniable maintenant où de plus en plus les expériences utilisateurs qui sont transmises sont faites sous forme non plus d'applications ou de pages HTML, mais de réalité augmentée sur des devices associés à un contexte. Ça peut être des lunettes, des tablettes, etc.
Et une autre information intéressante peut-être pour vous, la notion de software as a service qui est de plus en plus demandée, donc de plus en plus une mixité entre des solutions qui sont locales, qui tournent sur le edge, comme l'indiqué tout à l'heure, la personne de Siemens, là je ne connais pas son nom, et des solutions qui peuvent tourner dans le cloud. Et ça, c'est pour adresser, par exemple, des produits qui sont à un moment donné dans une situation statique et qui deviennent un peu plus tard dans une situation mobile. Par exemple, un bateau à quai et connecté statiquement, quand il est au milieu de l'océan, c'est un autre contexte. Voilà le genre de problématique que l'on a à traiter. Donc, si on regarde ça du point de vue digital, on dit que le digital define le physical. C'est vrai que quand vous construisez un modèle CAO, ensuite vous allez l'exploiter en fabrication pour le construire. Vous allez le gérer avec le PLM, vous allez gérer les configurations de votre automobile, de votre produit, de votre siège, peu importe. Ensuite, vous allez le connecter, et ça c'est important. Le connecter, ça va être le connecter pour faire de l'analyse du comportement, mais aussi pour éventuellement faire du rétrofit sur les process d'avant. Et ça c'est très important, c'est une grosse tendance aujourd'hui chez les éditeurs, où en fait on doit maintenant rétrofiter l'information d'un produit en service, que ce soit un équipement de fabrication ou un produit comme un automobile ou un vélo par exemple, directement sur l'environnement engineering dans lequel on avait validé des simulations par exemple, pour vérifier que le produit en service correspond bien au produit qu'on avait imaginé lorsqu'on l'a conçu. Voilà. Et derrière tout ça, essayer de donner des moyens visuels très simples à des opérateurs qui ont tous un rôle particulier dans ce monde-là, à travers de la réalité augmentée. Donc en gros c'est ça. Donc si je vous parle un petit peu de ThingWorx, donc vous avez vu, j'ai focalisé sur ce qu'on appelle l'Internet des objets, pour répondre à la demande d'aujourd'hui. Donc en gros, nous on a développé une plateforme, ThingWorx, on était la première plateforme dédiée à l'Internet des objets. On a développé ça en 2010. La première version industrielle est sortie en 2012. On l'a présenté ça au CES à Las Vegas, c'était un succès immédiat. Donc depuis, on l'a enrichi. Mais à l'origine, c'était une plateforme de développement. C'est-à-dire qu'un framework de développement pour développer autour des objets connectés. Donc quand vous regardez les objets connectés, donc c'est la partie basse ici, la partie plateforme, il y a en gros 5 blocs fonctionnels qui sont nécessaires pour pouvoir construire des applications avec ce type de framework. Première chose, il faut connecter les objets, donc récupérer des data, et ensuite les contextualiser, ce qu'on appelle build. C'est là que vous créez le jumeau numérique au sens objet. C'est-à-dire que associé à ça, vous avez un modèle de données qu'on appelle le modèle de données des things. Les Internet of Things, c'est exactement la partie build qui est ici. C'est l'association que vous faites entre les propriétés, les tags des machines, etc. et un modèle de données objet qui contient un data type extrêmement riche, c'est-à-dire que les données que vous associez du physique au virtuel peuvent être de n'importe quel type. Ça peut être du 3D, mais ça peut être aussi des sensors, ça peut être des pages HTML, ça peut être du texte, ça peut être de la vidéo, ça peut être du son. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Une fois que vous avez constitué ce modèle, donc ce modèle est extrêmement ontologique. Il intègre des grosses notions de sémantique, il sait s'adapter à un contexte multimétier par exemple. C'est très important. Nous, chez PTC, ThingWorx, on dit qu'il est modèle centrique. C'est-à-dire que votre solution, elle sera successful, elle sera efficace si votre modèle est bien construit. Si vous vous trompez dans le modèle, votre solution ne sera pas efficace. Donc c'est important. Pourquoi? Parce que votre modèle il va évoluer constamment. Dans ce monde-là, quand on n'arrive jamais dans un écosystème vierge, il évolue tout le temps. Ça veut dire que vous n'avez pas, une fois que vous avez construit une application, l'arrêter pour en construire une autre et l'upgrader et ainsi de suite. Le système marche en continu. Donc le modèle doit évoluer en continu. Le modèle qui évolue en continu, ça veut dire toutes les couches qu'il y a derrière, y compris les couches de persistance. La base de données, le schéma de la base, etc. et des types de base. Et l'infrastructure, les protocoles. Les protocoles, c'est aussi des choses qui évoluent constamment. D'accord ? Donc ça veut dire que vous êtes agnostique à l'infrastructure, agnostique aux applications, agnostique à tout l'écosystème environnement. Ok ? Ça c'est très très important. À partir du moment où vous avez construit ce modèle, là vous pouvez rentrer dans le fonctionnel. Le fonctionnel commence avec l'analytics. Donc effectivement, maintenant du machine learning, tout ce que vous avez évoqué jusqu'à maintenant, c'est ce bloc fonctionnel qui est ici. Une fois que vous avez fait ça, l'information que vous exploitez et que vous enrichissez, vous avez besoin de la partager, vous avez besoin de l'orchestrer avec des systèmes existants, avec l'ERP, le MMS, le SCADA, le PLM, la CAO, etc. etc.
c'est la partie qu'on appelle manage. Donc il faut un orchestrateur. Donc de plus en plus, autrefois on avait des services bus qui intégraient tous les services de l'entreprise, le RP, avec le PLM, le MES, avec le RP, etc., etc. Là, ça se fait dynamiquement avec des nouvelles approches informatiques liées sur des workflows dynamiques. Je ne sais pas si vous avez connaissance de produits comme Mulsoft et des choses comme ça, ou Delboomi, si ça vous parle. Nous, c'est ce qu'on utilise. D'ailleurs, on a développé avec Mulsoft et Delboomi cet orchestrateur qui est à l'intérieur de ThingWorx. Alors ça aussi, une parenthèse. Chez PTC, maintenant, on a inventé pas mal de choses dans la CAO, c'est une boîte qui invente beaucoup, dans le PLM, etc. Mais dans l'IoT, on travaille avec beaucoup de partenaires qui font soit des partenaires industriels, Rockwell, un peu Siemens aussi d'ailleurs, Rockwell Automation, Siemens. On travaille avec Microsoft, on travaille avec Ansys, on travaille avec Intel, on travaille avec Texas Instruments, on travaille avec beaucoup de gens. Nous, on est vraiment l'éditeur de logiciels, on écrit le code. Mais le savoir-faire, quelquefois, il vient de l'industriel. Ça, c'est important. Et donc, à la fin, on a développé cette notion de technologie autour de la réalité augmentée. Au début, on avait commencé par la virtual reality, telle que c'était présenté ici. Maintenant, la demande est extrêmement forte en réalité augmentée. On fait toujours de la réalité virtuelle, mais beaucoup plus de réalité augmentée, de plus en plus. Et donc, on a introduit tout un tas de nouveaux concepts qui vont être généralisés. Je pense qu'ils peuvent être très, très intéressants dans vos approches, celles que vous avez évoquées jusqu'à maintenant, où on utilise beaucoup les scanners, les caméras, tout ce qu'on peut imaginer pour reconstituer un espace et naviguer dedans pour faire du géofencing, pour guider des chariots autoguidés à l'intérieur d'une usine, etc., etc. Alors, l'autre élément essentiel par rapport à la maintenance prédictive dans le contexte du digital twin, c'est on m'a demandé d'être assez centrique sur la partie industrielle, donc les machines, on va dire les machines à commande numérique, les robots, les choses comme ça. Donc je vais essayer de vous présenter un certain nombre d'exemples qui tournent autour de ce domaine. Je vous ai dit, on travaille aussi dans des domaines qui sont plus B2C, ou les villes connectées, ou les hôpitaux. Donc on ne pourra pas tout aborder aujourd'hui en 20 minutes, ça paraît trop juste. Mais je vais essayer de vous donner le principe de fonctionnement que l'on essaye de mettre en place. Donc on parle de real time. Quand on fait de l'Internet des objets, il n'y a pas de temps réel. Il y a du temps presque réel. Les protocoles de communication, TCP, HTTP, ne permettent pas de faire du temps réel. Il y a des protocoles qui vont assez vite, qui permettent de faire, en fonction des conditions de latence, etc., d'avoir de l'information très très rapidement. Mais on va tourner autour des 20 millisecondes. C'est difficile de descendre en dessous aujourd'hui. Si vous voulez faire du temps réel, il faut construire un environnement informatique temps réel. C'est différent. Là, on utilise Internet comme couche de transport. Souvenez-vous. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est pour avoir des performances qui soient raisonnables pour faire du temps presque réel, on a développé des protocoles. On a été les premiers à développer le protocole des WebSockets. C'est nous qui avons travaillé là-dessus, on l'a breveté. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise, ça s'appelle Always On, mais on est à l'origine de ça par rapport à la problématique où on voulait avoir l'information quasi temps réel dans les dashboards pour pouvoir faire du contrôle commande. On a entendu parler des éoliennes tout à l'heure. Les éoliennes, on a beaucoup de clients qui utilisent nos solutions dans ce monde-là. Leur problématique, c'est les éoliennes, elles sont toujours dans un endroit escarpé qui est difficile d'accès. Pour aller faire de la maintenance sur l'éolienne, il faut monter à 100 mètres de haut avec une échelle qui est au milieu d'un truc. C'est juste pas facile. Donc si on pouvait être suffisamment crédible et confiant dans l'information que l'on est capable d'exporter vers l'éolienne depuis un site remote, surtout en ce moment avec la période de Covid où c'est quand même difficile de voyager, donc on a développé toute une algorithmique avec l'aide des constructeurs d'éoliennes, Vestas et autres, pour pouvoir faire du contrôle commande à distance et éviter que des gens se déplacent dans des zones difficiles avec des conditions difficiles. Donc, on est capable de faire un environnement de connectivité bidirectionnelle. On ne va pas forcément piloter, on ne va certainement pas piloter un avion du sol avec ce type de technologie. C'est sûr, certain. Je pense que personne ne montrait dedans, mais on peut, sur certains systèmes comme ça, dire l'éolienne, par exemple, pour vous donner le use case, en général, en fonction des conditions de vent, si les conditions de vent sont trop fortes pour éviter la détérioration, il suffit de l'arrêter. Donc quand on a ces conditions-là, puisqu'on est connecté au système météo, on appuie sur le bouton « Arrête l'éolienne ». Après, les histoires d'orientation, c'est pas très compliqué non plus, même si ça a été évoqué de façon très, très intéressante. Les algorithmes, ils sont connus, ils sont appréciés, et en fonction de ces algorithmes, on va régler l'angle de la tête de l'éolienne par rapport à ce contexte. Voilà.
Donc nous, c'est ce qu'on appelle Intelligent Asset Optimization. Pour le faire, la première chose que vous faites, c'est la connecter. Il faut connecter le monde physique, récupérer ces données. Le connecter, ça veut dire comprendre ces protocoles et essayer de comprendre le payload, les datas que l'on récupère. Quelquefois, les datas que vous avez, c'est des datas qui appartiennent avec une propriété intellectuelle à des constructeurs électroniques ou autres qui ne veulent pas partager leur savoir-faire. Pardon, il me reste 5 minutes. Ah bon, je vais avancer. Donc en gros, voilà, connecter. Ensuite, une fois que vous avez connecté ces datas, vous allez les structurer à travers le modèle de données des things, tel qu'on a évoqué, et vous allez faire tourner les algorithmes qui ont été cités, les algorithmes que vous, les scientifiques, avez mis au point, et que nous, en tant qu'éditeurs, on a intercodé à l'intérieur de l'application. C'est-à-dire que nous, on n'a pas inventé les algorithmes de machine learning, on utilise ceux que vous utilisez. Nous, notre savoir-faire, c'est d'écrire du code pour faire en sorte que cet algorithme, on puisse l'utiliser dans n'importe quelle condition. Et ensuite, à partir de ça, on en déduit un certain nombre de cas qui vont essayer d'apporter de la valeur au contexte, c'est-à-dire faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire prédictive et pas proactive. C'est ce qu'on va voir dans les prochains exemples de cas d'usage. J'en ai plusieurs. Un qui est proche de l'électronique. Ici, c'est une société qui... Alors, il y a des sociétés qui ne veulent pas qu'on divulgue leur nom, donc c'est pour ça que c'est un gros fournisseur, un gros sous-traitant dans le monde de l'automobile. Lui, il utilise des fours de refusion pour les circuits intégrés. Et donc c'est comme vous connaissez sans doute ces fours-là, il y a plein de compartiments dans lesquels il faut gérer les conditions d'oxygène en fonction de la température. Ces conditions d'oxygène, aujourd'hui, ces fours-là, ils sont constitués de capteurs qui envoient des alarmes presque temps réel, et donc dès qu'il y a un défaut dans les entrées d'air, par exemple, automatiquement, le technicien de maintenance est prévenu et il vient à proximité de la machine pour corriger le problème. Nous, ça marche très bien, c'est-à-dire que là, on a une approche où on utilise des alarmes temps réel. Mais la problématique, c'est que ce que les gens voulaient, c'est une approche proactive, pas une approche réactive, ils veulent une approche proactive. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant une analyse, ils voudraient connaître 24 heures à l'avance, avoir la prédiction d'une défaillance au niveau de la diffusion d'oxygène, avec 24 heures d'avance. Donc on a utilisé notre solution. Première chose, on a connecté les fours. On s'est aperçu que ces fours, ils avaient en moyenne 50 capteurs par four, donc ils n'étaient pas tous connectés, avec ceux qui étaient... Ils étaient connectés à l'automate du four, mais pas à l'environnement, on va dire, de gestion des opérations. Donc on a récupéré toutes ces informations-là. On en a profité pour analyser les données qui étaient issues de ces 50 capteurs, et on a écouté pendant 3 semaines un petit peu tous ces volumes de données, et on en a déduit, à travers les algorithmes de machine learning, des conditions dans lesquelles on a trouvé un modèle qui, à 91%, avec 91% d'accuracy, permettait de prévoir 24 heures à l'avance une défaillance sur une entrée d'air. Le bilan, il est énorme en termes financiers. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est d'apporter une valeur financière, une valeur aussi qui peut être technologique, mais une valeur financière. Nos clients, ils achètent nos solutions pour en tirer un bénéfice financier. C'est évident. Donc c'est souvent autour de ça. Donc là, en gros, voilà. Donc en 3 semaines, on a construit cette application et maintenant, ils vont déployer une approche comme ça, où en gros, ça impacte la gouvernance, le mode de fonctionnement de l'entreprise, où les gens veulent maintenant davantage former les gens pour qu'ils travaillent de façon interactive avec toutes les équipes qui constituent la chaîne de production ou qui gravitent autour de la chaîne de production pour optimiser la production. Bon, en ce moment, un sujet d'actualité, donc le problème de pandémie. Donc il faut produire des volumes de vaccins extrêmement importants. Donc là, on a eu une problématique similaire où c'était assez difficile d'analyser un certain nombre de caractéristiques pour pouvoir optimiser la production. Donc voilà, on a fait ça. Donc c'est pour les gens c'est une société qui fabrique essentiellement les vaccins contre la polio. Et donc voilà un petit peu ce qu'on a, un autre exemple de ce qu'on a créé. Je ne peux pas rentrer dans les détails avec tout le temps qui me reste, mais ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est la même problématique. On a utilisé la collection des data au niveau des cells.
On a aussi optimisé la façon dont ils dispatchaient l'information, c'est-à-dire que l'information était trop répartie, difficile à analyser à travers des dashboards qui étaient différents et déstructurés. Donc on a tout restructuré sur un seul écran et tout ça en réalité augmentée, ce qui fait que même une personne non experte est capable d'interpréter l'information. C'était le but aussi ici de cette approche. Là après, celle-là est très connue, vous avez peut-être vu souvent, Howden, ou Flowserve, c'est Flowserve. Donc on a beaucoup de travaux dans tout ce qui traite de la sustainability, l'empreinte carbone, la qualité de l'eau. C'est des sujets extrêmement importants pour nous en ce moment. On a beaucoup d'équipes qui sont en train de travailler là-dessus, chez des Suez, des Veolia, des boîtes comme ça. Et l'idée ici, c'était quoi? C'est que c'est assez difficile de traiter encore les aspects, par exemple, vibration dans ce cas-là, sur des systèmes aussi vastes que ça. Là, on parle de systèmes qui sont implémentés sur des hectares et des hectares. Et la première problématique qui s'est posée, c'est dans le cadre de ces gens-là, qui distribuent l'eau potable dans les grandes villes aux États-Unis, pour vous citer, ils avaient peur que des gens malveillants mettent des produits illicites dans l'eau pour raisonner la population. Donc il a fallu mettre des capteurs pour analyser la qualité de l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de capteur. En fait, c'est des truites. Je vous dis tout de suite, et quand la truite, quand la truite passe la main, en fait, il faut vite couper la pompe. C'est-à-dire que l'eau n'est plus bonne. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est une anecdote. Et donc voilà. Donc en gros, il a fallu connecter ce système-là, essayer d'intégrer du machine learning autour de la façon de prédire quand est-ce qu'une pompe va tomber en panne, parce que l'impact financier est extrêmement énorme. Et comme vous voyez ici, avec les travaux qu'on a réalisés, ils ont économisé sur un mois 16 millions de dollars. Donc là, c'est encore une fois un aspect financier qui montre que c'est très rentable. Alors là, j'ai une petite démo de un petit peu comment ça marche ça. J'ai raccourci à 3 minutes et puis après j'ai un petit exemple fun. Okay. Vous entendez? Well, let's make a few things go wrong on this pump to show the ThingWorx analytics working in real time. We're going to simulate a reduction in flow by closing this valve. As you can see, the software immediately responds to the change of flow. What's happening is that ThingWatcher is automatically detecting the flow problem and sending real-time notifications or alerts. Critical sensor readings are being flagged. Pump efficiency is dropping, and the impeller is at risk of failing if the problem is not immediately addressed. When maintenance is delivered, the numbers return to normal. Vous voyez là par exemple, le Digital Twin, c'est pas forcément un modèle 3D. Je vous en montrerai un peu avec un modèle 3D. Là, c'est un diagramme de PID par exemple. Let's throw another problem at the system and see how it works. I'm going to shift the alignment of the pump by lifting the main housing through the pull of this black bar. You can hear something is wrong. But let's imagine a remote monitoring situation and there's no technician around to hear this. So you need to rely on real-time monitoring. ThingWatcher is reading anomalies to flag negative changes in pump efficiency Oui, vous comprenez le principe. En gros, c'est toujours la même chose. C'est quel est mon problème, quels sont les use cases et comment je vais essayer de le résoudre. C'est toujours la même logique. Un autre, bon celui-là je veux passer. Je vais vous montrer celui-là parce que tout à l'heure celui-là c'est un que j'ai construit pour des gens qui font, c'est moi qui l'ai construit d'ailleurs, pour des gens qui font des vélos de descente accro, c'est ceux qui font du VTT connaissent peut-être cette marque, c'est des vélos assez chers. Et donc en réalité c'est un de nos clients qui utilise des solutions de conception et de PLM. Et donc j'avais tous les modèles 3D, j'avais toutes les informations que je voulais pour pouvoir les adapter par rapport à un contexte. Et là l'idée c'était de faire un contexte dans lequel on rétrofite l'information du produit dans une vraie descente en course pour pouvoir comprendre où sont les pièces sensibles dans la construction du vélo, mais surtout pour pouvoir déterminer éventuellement si on peut les améliorer et comment on peut les améliorer. Donc pour ça on travaille avec ANSYS, on travaille avec pas mal de gens qui sont intégrés dans nos solutions. Mais moi ma problématique c'était de mettre des sensors, de les connecter sur un environnement qui est à l'extérieur, hein, et de capturer cette information suffisamment, avec des fréquences suffisamment précises pour pouvoir simuler en temps réel la course et le Digital Twin.
Ah, pardon. Vous voyez ce que ça donne? Donc ça, c'est pas simulé, c'est ce que j'ai construit. Alors qu'est-ce que ça veut dire derrière ça? C'est-à-dire que bon, grâce à la technologie, à l'électronique, on a pu faire évoluer le modèle de la CAO, c'est-à-dire qu'on a modifié le logiciel pour lui donner des nouveaux concepts qui sont pas uniquement de faire de la modélisation paramétrique, comme on le fait dans tous les logiciels de CAO dignes de ce nom, mais aussi comprendre ce que c'est qu'un capteur et où est le capteur dans l'équipement. Et donc prendre les informations du capteur et les réinjecter dans la simulation. C'est différent, hein, c'est complètement différent comme approche, mais c'est super efficace parce qu'en fait, on a trouvé la pièce qui était potentiellement défaillante, on l'a optimisée et ils l'ont adoptée. Voilà, un exemple de ce qu'on peut obtenir comme résultat en combinant l'Internet des objets avec la conception. En gros, en utilisant le jumeau numérique, mais de façon bidirectionnelle. Bon, j'ai encore des centaines d'exemples, mais je ne peux pas vous les présenter. Donc on verra la table après. Un mot de conclusion peut-être? Pardon? Un mot de conclusion peut-être? Un mot de conclusion? Bah, écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire? On essaye de travailler de plus en plus ici en France. Moi, c'est une de mes missions de travailler de plus en plus avec les universitaires. Donc j'ai déjà commencé à travailler avec des gens de l'UTC, avec des gens de l'école des mines, avec pas mal d'écoles qui sont intéressées en France. J'ai quelques budgets pour faire ça. Donc on a commencé à créer des showrooms ensemble. Partenaire avec nous, il y a aussi Microsoft, donc ils ont aussi pas mal de finances. Ça permet d'aider. Et puis Rockwell et General Electric, en gros, on est un consortium. Là, on essaye de créer une dynamique en France parce qu'effectivement, on est une boîte américaine, on bosse beaucoup avec les universités aux États-Unis et en Angleterre, mais on aimerait bien que ça se passe aussi ici. Voilà. Parce que je suis français malgré tout. Voilà. Bien. C'est tout. Merci Thierry.